Le plateau pesait plus lourd que Marine ne l'avait imaginé en acceptant ce travail, non pas à cause de la quantité de coupes de champagne français qu'elle équilibrait avec maestria entre ses doigts, mais à cause du poids invisible qu'elle portait sur ses épaules chaque fois qu'elle traversait ce salon somptueux. Le Grand Palais Hôtel, au cœur de Paris, brillait comme un diamant sous les lumières des lustres en cristal de Bohême. Chaque personne présente dépensait probablement en une seule nuit ce dont elle avait désespérément besoin pour payer 3 mois de plus à la clinique où sa mère était hospitalisée. Marine Alardier-Simon avait 24 ans et un rêve interrompu. 8 mois plus tôt, elle était en 3e année de médecine à l'université Paris-Cité. Elle avait des notes exemplaires, un dévouement sans faille et un avenir prometteur devant elle. Puis tout s'est effondré. Sa mère, Thérèse, a commencé à présenter des symptômes étranges. Des tremblements dans les mains, des difficultés à marcher, des pertes de mémoire. Les médecins ont diagnostiqué une maladie neurodégénérative rare et ont offert un espoir sous la forme d'un traitement expérimental. Un médicament révolutionnaire, disait-il. Une chance quand il n'y en avait pas d'autre. Mais le médicament n'a pas apporté la guérison promise. Il a apporté l'enfer. En quelques semaines, Thérèse est passée d'une femme active de 50 ans à quelqu'un qui peinait à reconnaître sa propre fille. La progression qui aurait dû prendre des années s'est produite en quelques mois. Marine a abandonné la faculté, vendu tout ce qui avait de la valeur et s'est plongée dans un monde de dettes pour s'assurer que sa mère reçoive les meilleurs soins palliatifs possibles. Maintenant, vêtue de l'uniforme noir et blanc impeccable du service traiteur, Marine circulait parmi les hommes d'affaires, les artistes et les politiciens lors du bal de charité le plus exclusif de la saison. Le thème de la soirée était de collecter des fonds pour la recherche médicale. L'ironie ne lui échappait pas. Elle offrit du champagne à un groupe de femmes couvertes de bijoux qui discutaient de leur dernier voyage en Italie. Elle passa devant des hommes en smoking discutant de fusion et d'acquisition comme s'ils parlaient de la météo. Marine gardait un visage neutre, un sourire professionnel, les oreilles sourdes aux conversations futiles. Elle était là pour une seule raison. Le salaire de cette nuit couvrirait les 15 prochains jours de soins pour Thérèse. Au centre du salon, près de la scène où un orchestre jouait du Bach, il y avait un petit attroupement. Marine reconnut immédiatement la figure centrale, Raphaël Mercier-Beaumont, 82 ans, propriétaire d'un empire commercial qui avait commencé dans la navigation et s'était étendu à la technologie, la santé et l'énergie. L'un des hommes les plus riches de France, peut-être d'Europe. Son visage vieilli, mais toujours imposant, dominait les couvertures de magazines et les journaux télévisés. On disait qu'il était impitoyable en affaires, qu'il avait bâti son empire sur les ruines de ses concurrents. Marine détourna le regard. Des hommes comme lui vivaient dans un univers parallèle au sien, un univers où les problèmes se résolvaient avec de l'argent, où la douleur était quelque chose qui arrivait aux autres. Elle retourna dans la cuisine improvisée au fond du salon pour chercher d'autres plateaux. Elle y trouva Patricia, la gérante du service traiteur, une femme de 40 ans, au regard perçant et à la voix stridente. « Marine, vous prenez trop de temps. Je veux que vous circuliez plus vite. Ces invités payent cher pour cet événement et s'attendent à être servis comme des rois, » dit Patricia en vérifiant quelque chose sur son presse-papier sans regarder directement Marine. « Excusez-moi, j'y retourne tout de suite, » répondit Marine en prenant un autre plateau, cette fois avec des canapés au caviar. « Et souriez davantage. On dirait que vous êtes à un enterrement, » ajouta Patricia avec dédain. Marine se mordit la langue. Elle ne pouvait pas perdre ce travail. Elle ne pouvait perdre aucun des 3 emplois qu'elle cumulait pour survivre. Elle força un sourire et retourna dans le salon. La musique avait changé. On jouait maintenant quelque chose de plus contemporain, un jazz doux. Marine remarqua du mouvement près de la scène. Raphaël Mercier-Beaumont était en pleine conversation, apparemment tendue, avec un homme bien plus jeune, probablement dans la trentaine. Le jeune homme portait des lunettes modernes à fine monture et avait cet air arrogant des nouveaux millionnaires de la tech. Elle reconnut son visage d'un magazine. Léonard Vasseur, propriétaire d'une start-up d'intelligence artificielle évaluée à des milliards. La conversation entre les deux s'envenima. Marine ne pouvait pas entendre les mots, mais le langage corporel était clair. Léonard disait quelque chose avec un sourire méprisant. Raphaël répondait la mâchoire serrée. D'autres invités commencèrent à le remarquer et s'éloignèrent discrètement, créant un cercle d'espace autour des 2 titans.
Puis Léonard tourna le dos et s'éloigna, laissant Raphaël seul un instant. Marine vit l'expression sur le visage du vieil homme d'affaires. De la colère, oui, mais aussi autre chose. De la lassitude. Il porta discrètement la main à sa poitrine, une expression d'inconfort traversant son visage. Marine connaissait cette expression. Elle l'avait vue lors des travaux pratiques à l'hôpital universitaire. Elle l'avait vue dans des vidéos de formation. Son instinct de médecin se réveilla immédiatement. Raphaël tenta de se ressaisir, accepta un verre de whisky, offert par un serveur, sourit à quelques connaissances qui s'approchaient. Mais Marine continuait d'observer. Il était pâle. Une fine couche de sueur brillait sur son front. Il desserra sa cravate avec des doigts qui tremblaient légèrement. Elle commença à se diriger vers lui, oubliant complètement le plateau dans ses mains. Sa formation médicale prit le dessus. Douleur thoracique, pâleur, sudation, malaise évident. Tous les signes étaient là. Raphaël chancela. Il se retint à la table la plus proche, renversant des coupes qui se brisèrent sur le sol en marbre. Le son coupa la musique et les conversations comme un couteau. Tous les yeux se tournèrent vers lui. « Monsieur Beaumont » appela quelqu'un. Raphaël tenta de parler, mais aucun son ne sortit. Ses yeux s'écarquillèrent de panique. Marine vit le moment exact où il perdit connaissance, son corps lourd s'effondrant comme un bâtiment en démolition. Le salon explosa en cris. Des femmes hurlèrent, des hommes reculèrent. Marine laissa tomber son plateau où elle se trouvait, ne remarquant même pas le bruit du verre se brisant en touchant le sol. Elle courait, se frayant un chemin parmi les invités paralysés. « Écartez-vous! Dégagez !» Sa voix résonna avec une autorité qu'elle ne se connaissait pas. Elle arriva jusqu'à Raphaël et s'agenouilla à ses côtés. Elle plaça ses doigts sur son cou, cherchant le pouls de la carotide. Rien. Elle approcha son visage de sa bouche et de son nez, essayant de sentir une respiration. Rien. Arrêt cardiaque complet. Marine regarda autour d'elle. Des dizaines de personnes l'observaient, bouche bée. Certains filmaient avec leur téléphone. Personne ne bougeait pour aider. « Que quelqu'un appelle une ambulance. Maintenant !» cria-t-elle. « Et j'ai besoin d'un défibrillateur, un DAE. Un hôtel de cette taille doit en avoir. » Hein ! Sans attendre de réponse, elle positionna ses mains sur le sternum de Raphaël, entrelaça ses doigts et commença les compressions. Son corps bougeait au rythme précis qu'elle avait pratiqué des centaines de fois sur des mannequins de formation. Fort, rapide, constant. 100 à 120 compressions par minute. Elle chantait mentalement la chanson que les instructeurs enseignaient pour garder le bon rythme. « Mais qu'est-ce que vous faites? Laissez-le tranquille. » Une voix hystérique. Marine ne leva même pas les yeux. 30 compressions. Elle inclina la tête de Raphaël en arrière, libéra ses voies respiratoires, pinça son nez et lui fit 2 insufflations bouche à bouche. Elle reprit immédiatement les compressions. « Elle agresse Monsieur Beaumont. Que quelqu'un l'enlève de là. » D'autres voix. Marine les bloqua toutes. 60 compressions. 90. 120. Ses bras brûlaient déjà, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Pas une seconde. À chaque pause, le cerveau de Raphaël restait plus longtemps sans oxygène. Plus de dommages irréversibles. « Le DAE! Le voilà !» Un agent de sécurité de l'hôtel apparut enfin en courant avec une boîte rouge. Marine l'ouvrit rapidement. Elle alluma l'appareil, déchira la chemise coûteuse de Raphaël pour exposer sa poitrine, appliqua les électrodes exactement où il le fallait. Le DAE commença à analyser le rythme cardiaque. « Choc recommandé. Écartez-vous du patient », annonça la voix automatisée de l'appareil. « Tout le monde en arrière, ne le touchez pas », ordonna Marine. Elle appuya sur le bouton orange. Le corps de Raphaël se contracta violemment sous la décharge électrique. Marine attendit que l'appareil termine son analyse. « Reprenez la RCP », instruisit la voix du DAE. Marine reprit immédiatement les compressions. Ses muscles hurlaient, la sueur coulait sur son visage. Mais ses mains ne faiblirent pas. Elle ne pouvait pas faiblir. Elle n'allait pas laisser cet homme mourir là devant elle, peu importe qui il était ou ce qu'il avait fait. 2 insufflations. Encore des compressions. Le monde autour d'elle disparut. Il n'existait plus qu'elle, Raphaël, et la lutte désespérée pour ramener son cœur à la vie. Enfin, après ce qui sembla une éternité, mais ne fut que 6 minutes, les ambulanciers entrèrent en courant dans le salon. Marine continua les compressions,
jusqu'à ce que des mains expertes l'écartent doucement. « On prend le relais, merci », dit un ambulancier pendant que l'équipe prenait la situation en main. Ils avaient du matériel professionnel, de l'adrénaline, d'autres électrodes. Marine s'éloigna en chancelant, réalisant seulement alors que ses mains tremblaient violemment. Ses genoux faillirent céder. Des mains fortes la retinrent. « Vous lui avez sauvé la vie », lui chuchota quelqu'un à l'oreille. C'était l'agent de sécurité qui avait apporté le DAE. « Vous avez été incroyable ». Marine put à peine hocher la tête. Elle observa les ambulanciers travailler, vit quand ils réussirent à rétablir un rythme cardiaque, vit quand Raphaël fut placé sur un brancard et emmené rapidement à l'extérieur. Puis Patricia se planta devant elle, le visage rouge de fureur. « Vous êtes renvoyé. Comment osez-vous agresser un invité? Vous avez détruit son costume. Vous avez provoqué une scène horrible. Sortez d'ici immédiatement avant que j'appelle la police. » Les mots frappèrent Marine comme des coups de poing. Elle ouvrit la bouche pour se défendre, mais aucun son ne sortit. Elle était trop épuisée, trop en état de choc. Elle tourna simplement les talons et se dirigea vers la sortie, consciente de centaines d'yeux posés sur elle et de dizaines de caméras de téléphone qui filmaient encore. Dans la rue, l'air froid de la nuit parisienne lui fouetta le visage. Marine s'adossa contre un mur et laissa enfin les larmes couler. Elle avait sauvé une vie et perdu son travail. Comment allait-elle payer les soins de sa mère maintenant? Marine se réveilla au son de son téléphone vibrant avec insistance. Elle ouvrit difficilement les yeux, désorientée. La lumière du jour filtrait par la petite fenêtre de son appartement dans le Marais. Il était 9 heures du matin, un samedi. Elle n'avait dormi que 3 heures après être rentrée de cet événement désastreux. Elle prit le téléphone et vit des dizaines de messages et d'appels manqués. La plupart de numéros inconnus. Elle ouvrit WhatsApp et son estomac se noua. Son visage était partout. La vidéo virale la montrait agenouillée à côté de Raphaël Beaumont, effectuant les compressions thoraciques avec une précision chirurgicale. Quelqu'un avait capturé le moment exact où elle avait déchiré sa chemise pour appliquer le DAE. La détermination sur son visage était affichée aux yeux du monde. La vidéo avait des millions de vues et continuait de grimper. Les titres des journaux rivalisaient de sensationnalisme. L'ange du gala sauve le milliardaire Raphaël Beaumont. Une serveuse héroïque empêche une tragédie lors d'un événement caritatif. Une femme mystérieuse sauve un magnate et disparaît dans la nuit. Marine eut la nausée. Elle ne voulait être l'héroïne de personne. Elle voulait juste travailler en paix, gagner de l'argent et s'occuper de sa mère. Maintenant, elle était au chômage et virale sur Internet. Elle se leva et prépara du café. L'appartement était minuscule. Un studio dans un vieil immeuble, mais c'était tout ce qu'elle pouvait se permettre. Les murs écaillés témoignaient d'années de négligence, mais Marine gardait tout propre et organisé. Des piles de livres de médecine occupaient chaque surface disponible. Elle ne pouvait pas s'en défaire, bien qu'elle ait abandonné ses études. C'étaient des rappels de ce qui aurait pu être. Son téléphone sonna de nouveau. Cette fois, elle répondit. C'était Julie, sa meilleure amie depuis l'université. « Marine, ça va? J'ai vu la vidéo. Tu as été incroyable, tu es partout. TF1, le 20h, tout le monde parle de toi. »« Julie, j'ai été renvoyée, » répondit Marine, la voix lourde. « Quoi? Comment ça, renvoyée? Tu as sauvé la vie. De cet homme? » La gérante a dit que j'avais provoqué une scène, que j'avais détruit son costume, que j'avais agressé un invité, dit Marine en s'asseyant sur le canapé usé. « Comment vais-je payer la clinique maintenant? J'ai déjà 2 semaines de retard. C'est absurde, complètement absurde. Marine, tu dois poursuivre ce service traiteur. Tu as des preuves. La vidéo montre exactement ce qui s'est passé. »« Je n'ai pas d'argent pour un avocat, Julie. J'ai à peine de quoi manger. » Un lourd silence s'installa sur la ligne. « J'arrive chez toi, dit finalement Julie. Ne me dis pas non, je dois voir de mes propres yeux que tu vas bien. J'arrive dans 1 heure. » Avant que Marine ne puisse protester, Julie avait raccroché. Marine prit une douche et se changea. Elle enfila un jean usé et un t-shirt simple. Alors qu'elle se séchait les cheveux, elle entendit frapper à la porte. Étrange, Julie n'aurait pas pu arriver si vite. Elle regarda par le judas et vit un homme en costume gris impeccable. Cheveux grisonnants peignés en arrière, posture droite, une mallette en cuir à la main, ce n'était certainement pas quelqu'un de l'immeuble. Mademoiselle Marine Alardier-Simon.
La voix était formelle, polie. Marine n'entr'ouvrit la porte que d'une fente, gardant la chaîne de sécurité. « Qui êtes-vous »« Je m'appelle Maître Henri Tissot. Je suis l'avocat de Monsieur Raphaël Mercier-Beaumont. Puis-je entrer ? J'ai une affaire importante à discuter avec vous. » Le cœur de Marine s'accéléra. « Il va me poursuivre pour avoir déchiré sa chemise ?» Maître Tissot parut sincèrement surpris, puis il rit. « Non, mademoiselle, bien au contraire. Monsieur Beaumont est profondément reconnaissant. Les médecins ont dit que sans votre intervention immédiate, il n'aurait pas survécu. Il a subi une opération d'urgence hier soir, et il est maintenant stable, et il aimerait vous exprimer sa gratitude. » Marine hésita, mais finit par retirer la chaîne et ouvrir complètement la porte. Maître Tissot entra, ses yeux évaluant discrètement l'appartement modeste. S'il fut surpris par les conditions, il ne le montra pas. « Asseyez-vous, je vous en prie », indiqua Marine en montrant le canapé. « Excusez le désordre. »« Tout est parfait, » répondit-il poliment, s'asseyant et ouvrant sa mallette. « Mademoiselle Marine, monsieur, Beaumont m'a demandé de venir personnellement vous remercier. Il a également donné l'instruction de préparer quelque chose de plus tangible que des mots. » Maître Tissot sortit une enveloppe épaisse de sa mallette et la posa sur la table basse et raflée. Dans cette enveloppe se trouve un chèque de 5 millions d'euros. Marine sentit l'air lui manquer. 5 millions. C'était un chiffre si absurde qu'il ne semblait pas réel. De plus, continua Maître Tissot en sortant d'autres documents, Monsieur Beaumont a établi un fonds en fiducie de 3 millions supplémentaires à votre nom. L'argent sera déposé mensuellement pour couvrir vos frais de scolarité lorsque vous retournerez à la faculté de médecine, que nous comprenons avoir été interrompus par des difficultés financières. Les mains de Marine tremblaient. Elle prit l'enveloppe, l'ouvrit avec des doigts mal assurés et vit le chèque. Le montant était bien là, écrit en toutes lettres et en chiffres. 5 millions d'euros. Elle pourrait payer toutes les dettes de la clinique. Elle pourrait garantir que sa mère reçoive les meilleurs soins, aussi longtemps que nécessaire. Elle pourrait retourner à ses études. Mais son regard tomba sur l'entête du chèque, le nom de l'entreprise, Beaumont Holdings S.A. Quelque chose s'activa dans son esprit. Beaumont Holdings, elle connaissait ce nom. Mais d'où? Maître Tissot, est-ce que M. Beaumont a des investissements dans des entreprises de biotechnologie? L'avocat parut surpris par la question. Oui, Beaumont Holdings est un conglomérat diversifié. Nous avons des participations dans plusieurs secteurs, y compris la santé et la biotechnologie. Pourquoi? Marine se leva et se dirigea vers une pile de papier sur une étagère. Ses doigts parcoururent rapidement les documents jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle cherchait. Le formulaire de consentement éclairé que sa mère avait signé pour participer au programme expérimental. Là, en petits caractères en bas de page, se trouvait le nom de l'entreprise qui avait développé le médicament. Neurobio Solutions S.A.R.L. Et juste en dessous, encore plus petit, filiale de Beaumont Holdings S.A. Le monde de Marine s'arrêta. Elle regarda le chèque dans ses mains, puis Maître Tissot, puis de nouveau le papier. « Mademoiselle Marine, tout va bien ?» Maître Tissot se leva, inquiet. « Neurobio » dit Marine, sa voix sortant étrange, distante. « L'entreprise qui a fabriqué le médicament expérimental, qui a détruit ma mère. C'est une filiale de Beaumont Holdings. » Maître Tissot pâlit. « Je n'étais pas au courant. Ma mère avait une maladie neurodégénérative, » continua Marine, sa voix gagnant en force. « Progression lente, des années devant elle. Mais elle est entrée dans un programme expérimental d'un médicament de neurobio, un médicament qui promettait de ralentir ou même d'inverser la maladie. Vous savez ce qui s'est passé ?» Elle n'attendit pas la réponse. Le médicament a tout accéléré. En quelques semaines, ma mère est passée d'une femme fonctionnelle à quelqu'un qui peine à me reconnaître. Elle est en soins palliatifs maintenant, Maître Tissot, dépérissant lentement parce qu'elle a fait confiance à un médicament que l'homme dont j'ai sauvé la vie a aidé à créer. Marine déchira le chèque en 2, puis en 4. Elle continua à le déchirer jusqu'à ce qu'il ne soit plus que des confettis coûteux dans ses mains. « Dites à M. Beaumont qu'il peut garder son argent. Dites-lui que chaque euro est taché de la souffrance de gens comme ma mère. Dites-lui que je préfère travailler jusqu'à l'épuisement plutôt que d'accepter un centime de lui. » Maître Tissot observait, horrifié, les morceaux du chèque tomber sur le sol. « Mademoiselle Marine, s'il vous plaît, comprenez.
Monsieur Beaumont n'était pas directement impliqué dans le développement. Ça m'est égal. Marine ouvrit la porte. Sortez, maintenant. Maître Tissot hésita, prit sa mallette et se dirigea lentement vers la porte. Il s'arrêta sur le seuil. Monsieur Beaumont sera dévasté d'apprendre ça. Il voulait vraiment aider. Alors il aurait dû s'assurer que ces médicaments fonctionnaient vraiment avant de détruire des familles, dit froidement Marine. Maintenant, sortez de chez moi. Dès que la porte se referma, Marine s'effondra sur le sol, serrant ses genoux. Les larmes vinrent enfin, des années de douleur et de frustration débordant d'un seul coup. C'est ainsi que Julie la trouva 20 minutes plus tard, entourée des morceaux du chèque de 5 millions, pleurant comme si son cœur allait se briser. Les jours suivants, Marine refusa de sortir de chez elle. Les journalistes campaient devant son immeuble, voulant des interviews. Elle les ignora tous. L'histoire de l'ange du gala, qui avait refusé une fortune, se répandit encore plus vite que la vidéo originale. Puis, les offres commencèrent à arriver. D'abord, ce fut Léonard Vasseur, le jeune entrepreneur de la tech, qui s'était disputé avec Raphaël au bal. Il envoya un représentant pour offrir à Marine un emploi dans son entreprise avec un salaire généreux. « Monsieur Vasseur admire les gens de principe », dit le représentant. Marine refusa, sentant qu'elle était utilisée comme un pion dans un jeu d'entreprise qu'elle ne comprenait pas. Ensuite vint Thibault Mercier-Beaumont, le neveu de Raphaël. Un homme de 35 ans, d'une beauté calculée, toujours souriant pour les caméras. Il se présenta lui-même à la porte de Marine avec des fleurs et une proposition. Il voulait qu'elle devienne la porte-parole d'une nouvelle campagne de responsabilité sociale de l'entreprise familiale. « Montrez au monde que la famille Beaumont se soucie des autres », dit-il avec ce sourire étudié. Marine lui claqua la porte au nez. Elle réalisa que tout le monde voulait l'utiliser. Léonard pour humilier Raphaël, Thibault pour améliorer l'image de l'entreprise. Personne ne se souciait vraiment d'elle ou de sa mère. Marine prit une décision. S'ils voulaient une histoire, elle leur en donnerait une, mais à ses conditions. Elle enfila ses meilleurs vêtements, le jean le moins, usé et un chemisier simple mais propre. Elle attacha ses cheveux en queue de cheval. Elle mit du rouge à lèvres pour la première fois depuis des semaines. « Où vas-tu » demanda Julie. Elle était restée avec Marine ces derniers jours, dormant sur le canapé. « À l'hôpital » répondit Marine en prenant son sac. « Si Raphaël Mercier-Beaumont veut me remercier, alors il va m'écouter. Il va écouter exactement ce que son entreprise a fait à ma famille. Et ensuite, nous verrons s'il se sent toujours aussi reconnaissant. » Julie sourit. « Ça, c'est la Marine, que je connais. Tu veux que je vienne avec toi ?»« Non, ça, je dois le faire seul. » Marine quitta l'appartement la tête haute, passa devant les journalistes, sans un mot, et prit un bus pour l'hôpital américain de Paris, où elle savait que Raphaël était hospitalisé. Il était temps d'avoir des réponses. L'hôpital américain de Paris était tout ce que Marine avait imaginé. Luxueux, silencieux, avec une climatisation parfaite et l'odeur caractéristique de l'argent mêlé à l'antiseptique. Elle passa devant la réception principale en ignorant les regards curieux. Certains la reconnurent des vidéos. Elle pouvait le voir sur leur visage, mais personne ne l'arrêta. Elle savait que Raphaël serait dans une suite privée. Les hommes comme lui ne séjournaient pas dans des chambres ordinaires. Marine prit l'ascenseur jusqu'au 10e étage, où se trouvaient les suites VIP. Un agent de sécurité était posté dans le couloir, mais avant qu'il ne puisse l'interroger, Maître Tissot apparut. « Mademoiselle Marine », il sembla à la fois soulagé et inquiet. « J'ai reçu une alerte de la réception. Je veux lui parler », l'interrompit Marine. « Maintenant. » Maître Tissot soupira. « Il vous attend. En fait, il a insisté pour que, si vous veniez, on vous conduise immédiatement à lui. Veuillez me suivre. » Ils marchèrent le long d'un couloir impeccablement propre jusqu'à une double porte au bout. Maître Tissot frappa légèrement avant d'ouvrir. La suite était plus grande que l'appartement de Marine. Elle comprenait un salon, la chambre d'hôpital proprement dite avec des équipements médicaux de pointe et une vue panoramique sur Paris. Raphaël Mercier-Beaumont était adossé à un lit réglable, portant une blouse d'hôpital qui coûtait probablement plus cher que toute la garde-robe de Marine. Des tubes sortaient de son bras, des moniteurs émettaient de légers bips, mais ses yeux étaient alertes lorsqu'ils se posèrent sur elle. « Mademoiselle Alardier », sa voix était rauque mais ferme. « Merci d'être venu. Henri, pourriez-vous nous laisser ?»« Monsieur Beaumont,
Vous venez de subir une opération cardiaque. Henri, s'il vous plaît, répéta Raphaël avec une autorité qui n'admettait aucune discussion. L'avocat hésita, regarda Marine comme pour évaluer si elle représentait un danger physique, et sortit finalement, fermant la porte derrière lui. Marine et Raphaël se regardèrent pendant un long moment. « Asseyez-vous », fit-il en désignant un fauteuil confortable près du lit. « Je vous en prie. » Marine resta debout. « Je ne suis pas venu pour des politesses. »« Non, je l'imagine bien, » observa Raphaël. « Je suis venu vous remercier personnellement et j'ai découvert que vous aviez détruit un chèque de 5 millions d'euros. Maître Tissot m'a parlé de votre mère, du médicament. »« Et malgré ça, vous avez eu le courage de m'envoyer de l'argent, » cracha Marine. « Vous pensiez pouvoir acheter mon silence, mon absolution ?»« Non, » dit calmement Raphaël. « Je pensais pouvoir aider une jeune femme qui m'avait sauvé la vie, qui souffrait manifestement, qui avait abandonné la médecine à cause de circonstances indépendantes de sa volonté. Je ne connaissais pas le lien avec Neurobio. » Mensonge. Vous êtes le propriétaire de l'entreprise. Je suis propriétaire de 237 entreprises, mademoiselle Alardier. Des filiales, des investissements, des participations minoritaires. Je ne connais pas les détails opérationnels de chacune d'entre elles. Mais cela ne m'absout pas de ma responsabilité, vous avez raison. Son aveu prit Marine au dépourvu. Elle s'attendait à des dénégations, des justifications, l'arrogance typique des riches. « Parlez-moi de votre mère, » demanda Raphaël, « s'il vous plaît. Je veux comprendre ce que mon entreprise a fait. » Marine ne le voulait pas. Elle ne voulait pas partager sa douleur avec cet homme. Mais les mots sortirent quand même, des années d'angoisse trouvant enfin une issue. Thérèse Alardier-Simon, 50 ans, professeure de littérature à la retraite. Elle a commencé à avoir des symptômes il y a 2 ans, diagnostiquée avec une atrophie multisystématisée, une maladie neurodégénérative rare. Les médecins disaient qu'elle avait du temps, que la progression serait lente. Puis Neurobio a lancé un programme expérimental. Ils ont promis une chance. Un médicament qui avait montré des résultats prometteurs lors des tests préliminaires. Marine sentit les larmes monter, mais les refoula. Ma mère a signé le formulaire. Elle a commencé le traitement. En 3 semaines, elle ne pouvait plus marcher seule. En 2 mois, elle a commencé à avoir de graves pertes de mémoire. En 4 mois, elle était en soins palliatifs complets. Les médecins ont dit que non seulement le médicament n'avait pas fonctionné, mais qu'il avait accéléré de manière catastrophique la progression de la maladie. Quelque chose dans les composants chimiques a réagi de manière adverse avec sa physiologie spécifique. « Où est-elle maintenant ?» demanda doucement Raphaël. « Clinique de soins Saint-Raphaël, à Belleville. Ironique, n'est-ce pas? Le nom de la clinique. Elle ne me reconnaît pas la plupart du temps. Quand elle me reconnaît, c'est encore pire parce que je vois dans ses yeux qu'elle sait ce qu'elle perd. Elle sait qu'elle disparaît un peu plus chaque jour. » Raphaël ferma les yeux, une expression d'angoisse sincère traversant son visage. « Combien ?» insista Marine. « Combien de personnes comme ma mère ?»« Je ne sais pas, » admit Raphaël, « mais je vais le découvrir. Je vous promets que je le découvrirai. »« Vos promesses ne signifient rien pour moi, » dit Marine, mais sa voix avait moins de venin maintenant. La colère était toujours là, mais mêlée à une profonde lassitude. Raphaël ouvrit les yeux et la regarda droit dans les yeux. « Puis-je vous dire quelque chose ? Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, sauf à mon avocat. » Marine ne répondit pas, mais ne s'éloigna pas non plus. « La raison pour laquelle j'ai investi dans Neurobio, la raison pour laquelle j'ai mis des millions dans la recherche sur les maladies neurodégénératives, c'était ma mère, » commença Raphaël. « Hélène Mercier-Beaumont. Elle est décédée il y a 15 ans de la maladie d'Alzheimer. J'ai vu une femme brillante, forte, qui nous a élevés seuls, mon frère et moi, après que mon père nous a abandonnés, disparaître lentement. Les derniers mois, elle ne savait pas qui j'étais. Elle me regardait avec peur, comme si j'étais un étranger envahissant sa maison. » Il fit une pause, la douleur ancienne évidente sur son visage vieilli. « J'ai juré que j'utiliserais chaque euro que j'ai gagné pour que d'autres familles ne vivent pas ce que j'ai vécu. Et me voilà, découvrant que j'ai causé exactement cela, que l'entreprise que j'ai financée pour guérir a blessé, que la femme qui m'a sauvé la vie souffre à cause de moi. » Marine sentit quelque chose changer en elle. Pas le pardon, pas encore, mais peut-être la compréhension.
Ils étaient les deux faces d'une tragédie qu'aucun d'eux n'avait planifiée. « Quel était son nom ?» demanda soudain Raphaël. « Votre mère, avant de se marier, quel était son nom ?»« De jeune fille ?» La question était si inattendue que Marine cligna des yeux, confuse. « Simon. Thérèse Simon. Pourquoi ?» Raphaël devint très pâle. Sa main se dirigea vers la table de chevet. Il ouvrit le tiroir avec des doigts tremblants et en sortit un portefeuille en cuir usé par le temps. De l'intérieur, il tira une petite photographie, jaunie, pliée sur les bords. « Quel âge a-t-elle, exactement ?»« 50 ans, répondit Marine, de plus en plus confuse. « Pourquoi demandez-vous ça ?» Raphaël regarda la photo un long moment avant de la tendre à Marine. « C'est elle ?» Marine prit la photo. Elle montrait un jeune homme, peut-être 25 ans, cheveux sombres, large sourire. Il avait le bras autour d'une femme du même âge, magnifique, avec de longs cheveux sombres flottant au vent. Ils étaient sur une jetée au bord de la mer, le soleil se couchant derrière eux. Le bonheur sur leur visage était palpable, figé dans le temps. Marine regarda la femme de plus près. La forme du visage, le nez, la façon dont elle souriait. Son cœur commença à s'accélérer. « Maman ?» murmura-t-elle, incrédule. Ce n'était pas possible, mais c'était elle. C'était sa mère, des décennies plus jeune, méconnaissable par sa jeunesse et son bonheur, mais c'était bien elle. Et l'homme ? Marine regarda Raphaël, puis la photo, puis de nouveau Raphaël. « C'est vous ?» « J'avais 23 ans, dit Raphaël, la voix brisée. Elle en avait 21. Nous nous sommes rencontrés à Deauville un week-end d'été. Je fuyais mon père, les attentes, le poids du nom de famille. Elle était là avec des amis, pour fêter sa licence de lettres. Marine s'assit lentement dans le fauteuil tenant toujours la photo. Son monde était en train de basculer. « Nous avons eu un été, continua Raphaël, 3 mois magiques. J'étais amoureux comme je ne l'ai jamais été avant ou depuis. Nous parlions de nous enfuir ensemble, de tout recommencer. J'abandonnerais l'entreprise familiale. Nous serions juste Raphaël et Thérèse contre le monde. »« Que s'est-il passé ?» demanda Marine, peinant à respirer. « Mon père l'a découvert. Auguste Mercier-Beaumont, un homme qui croyait que l'argent et le pouvoir étaient les seuls dieux dignes d'adoration. Il a trouvé notre relation inacceptable. Thérèse venait d'une famille simple, travailleuse, honnête, exactement le genre de femme qu'il jugeait en dessous de nous. Raphaël se passa la main sur le visage, comme s'il pouvait encore sentir le poids de cette époque. Il m'a envoyé à l'étranger brusquement, pour conclure une affaire qui ne pouvait pas attendre, selon lui. Quand je suis revenu 3 semaines plus tard, une lettre de Thérèse m'attendait. Elle disait qu'elle avait réfléchi, que nos mondes étaient trop différents, que je méritais quelqu'un de mon rang. Elle me disait de l'oublier et d'aller de l'avant. « Et vous y avez cru ?» demanda Marine, connaissant déjà la réponse par son ton. Chaque mot. J'étais anéanti, en colère, je me sentais utilisé. Je me suis jeté dans le travail, j'ai transformé ma douleur en ambition. J'ai bâti un empire sur les cendres de mon cœur brisé. Je n'ai plus jamais eu de relation significative. Je me suis marié une fois par convenance. Nous avons divorcé à l'amiable après 5 ans. Je n'ai jamais eu d'enfant. Il regarda Marine avec des yeux humides. Ce n'est que des années plus tard que j'ai découvert la vérité. Mon père a avoué, sur son lit à la fin. La lettre était un faux. Il avait payé quelqu'un pour imiter l'écriture de Thérèse et me l'a remise. La vraie Thérèse a essayé de me contacter pendant des mois, mais il a tout intercepté. Quand j'ai enfin réussi à la retrouver, elle avait disparu. Elle avait quitté Deauville sans laisser de traces. J'ai cherché pendant des années, mais c'était comme si elle s'était effacée. Marine eut la nausée. Pourquoi se serait-elle enfuie? Raphaël la regarda dans les yeux. « Quel âge avez-vous, Marine ?»« 24 ans, répondit-elle automatiquement. Puis les calculs se firent. Il y a 24 ans, 9 mois après cet été. « Oh mon Dieu !» murmura Marine. Raphaël attrapa son téléphone avec des mains tremblantes. « Henri, j'ai besoin de ce dossier sur Mademoiselle Alardier que je vous ai demandé de préparer. Tous les documents. Apportez-les maintenant. » Moins d'1 minute plus tard, Maître Tissot entrait avec un épais dossier. Raphaël l'ouvrit fiévreusement jusqu'à trouver un acte de naissance. Marine Alardier Simon, née le 15 mars, fille de Thérèse Simon. Chant du père, non déclaré. Raphaël laissa tomber le document comme s'il brûlait. Il regarda Marine avec une expression de découverte dévastatrice.
Vous êtes ma fille, dit-il, non pas comme une question, mais comme une certitude absolue. Thérèse était enceinte quand mon père nous a séparés. C'est pour ça qu'elle a disparu. Elle me protégeait, elle vous protégeait. Marine ne pouvait pas l'assimiler. Ce n'était pas possible. Mais la photo ne mentait pas. Les dates ne mentaient pas. La ressemblance physique qu'elle n'avait jamais remarquée, mais qui était maintenant évidente, ne mentait pas. Le milliardaire dont elle avait sauvé la vie était son père, et l'entreprise de ce dernier avait détruit sa mère. L'ironie était si cruelle que Marine ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Le silence dans la chambre d'hôpital était dense, chargé de 24 ans d'absence et de révélations impossibles. Marine tenait la photo avec des doigts tremblants, regardant alternativement l'image jeune de sa mère et l'homme vieilli en face d'elle qui venait de se révéler être son père. « Je ne peux pas », dit finalement Marine en se levant brusquement. Le fauteuil faillit basculer. « C'est trop insensé, je dois partir. »« Marine, s'il vous plaît », Raphaël tendit la main mais n'essaya pas de la retenir. « Je sais que c'est beaucoup à assimiler. Croyez-moi, je suis aussi choqué que vous, mais nous devons en parler. De Thérèse, de vous, de tout. » En parler? Marine rit, un son sans humour. De quoi y a-t-il à parler? Vous avez abandonné ma mère. Votre entreprise a détruit sa santé. Et maintenant nous découvrons que nous sommes père et fille dans un rebondissement digne d'un feuilleton. Que pourrait-il arriver de plus? Comme si l'univers avait attendu le signal, le téléphone de maître Tissot se mit à sonner avec insistance. L'avocat, qui était resté discrètement près de la porte, répondit rapidement. « Oui? Quoi? Quand ?» Son expression passa de neutre à alarmé. « Je comprends. Nous arrivons. » Il raccrocha et regarda Raphaël avec urgence. « Monsieur Beaumont, nous avons un problème. Une réunion extraordinaire du Conseil vient d'être convoquée. Thibault est en train de manœuvrer. » « Manœuvrer » Raphaël fronça les sourcils. « Quel genre de manœuvre ?» « Il a déposé une motion de défiance envers votre direction. Il prétend que votre santé est trop compromise pour que vous continuiez en tant que PDG. Il demande un vote immédiat pour votre remplacement. » Raphaël devint livide, se maudit. « Combien de temps ai-je » ?« La réunion est dans 2 heures, au siège. »« Impossible, » intervint Marine. « Il sort juste d'une opération cardiaque. Il est branché à des moniteurs. Il ne peut pas simplement quitter l'hôpital. »« Je le peux, et je le ferai. » Raphaël essayait déjà de se lever, débranchant les moniteurs. Des alarmes se mirent à sonner. « Vous allez faire une autre crise cardiaque. » Marine se précipita vers lui, posant ses mains sur ses épaules. « Regardez-moi, respirez. Vous ne pouvez aller nulle part dans cet état. J'ai travaillé 40 ans pour bâtir cette entreprise. » Raphaël respirait lourdement. « Je ne laisserai pas mon neveu arrogant tout détruire parce que je suis temporairement affaibli. » Une infirmière entra en courant, alertée par les alarmes. « Monsieur Beaumont, vous devez retourner au lit immédiatement. » Maître Tissot était déjà de nouveau au téléphone. « J'ai besoin d'un médecin ici. Autorisation de sortie immédiate. Oui, j'assume l'entière responsabilité. » Marine observait. La scène se déroulait comme un rêve fiévreux. 20 minutes plus tôt, elle avait un père absent qu'elle ne connaîtrait jamais. Maintenant, elle avait un père qui était sur le point de faire une autre crise cardiaque par entêtement et orgueil d'entreprise. « Arrêtez !» Sa voix de médecin, celle qu'elle avait utilisée lors de l'événement, coupa le chaos. Tout le monde se tourna vers elle. « Arrêtez tout maintenant !» À sa grande surprise, ils s'arrêtèrent. Marine regarda Raphaël. « Vous ne pouvez pas y aller en personne. Votre corps ne le supportera pas. Mais vous pouvez participer, à distance. » Maître Tissot, la salle de réunion est-elle équipée pour la visioconférence? Oui, mais... Alors installez-la. Raphaël participera à la réunion d'ici, de l'hôpital, avec un médecin présent pour surveiller ses signes vitaux. S'il y a le moindre signe de stress excessif, nous mettons fin à la communication immédiatement. Raphaël commença à protester, mais Marine le coupa. Ce n'est pas négociable. Soit vous faites comme je dis, soit je débranche moi-même ces appareils et je vous traîne jusqu'au lit. Et avant que vous ne demandiez, oui, je viens de découvrir que vous êtes mon père, mais ça ne veut pas dire que je vais vous laisser vous tuer pour une entreprise. » Un petit sourire sincère apparut sur le visage de Raphaël. « Vous êtes comme votre mère. Thérèse non plus ne laissait jamais personne faire de bêtises. » Quelque chose se serra dans la poitrine de Marine en l'entendant parler de Thérèse avec une telle tendresse.
mais elle n'avait pas le temps de gérer ses émotions maintenant. « Maître Tissot, installez tout. Je reste ici pour surveiller ces signes vitaux, » décida Marine. Au cours des 90 minutes suivantes, la chambre d'hôpital se transforma en un centre de commandement d'entreprise improvisé. Des ordinateurs portables furent installés, des caméras positionnées, des documents imprimés. Marine observait tout en vérifiant périodiquement la tension artérielle de Raphaël et le moniteur cardiaque. À 16 heures, la visioconférence commença. L'écran montrait une longue table de réunion en acajou, entourée de cadres en costume. Au centre, Thibault Mercier-Beaumont présidait avec un sourire confiant. Il avait ce genre de beauté qui venait des salles de sport et des produits de soins coûteux, mais ses yeux étaient froids. « Oncle Raphaël » dit Thibault avec une fausse sollicitude lorsque Raphaël apparut à l'écran. « Quelle surprise de vous voir. Nous espérions que vous vous reposiez, que vous vous remettiez de votre incident. » « Mon incident était un arrêt cardiaque, Thibault. »« Tu peux dire le mot, » répondit sèchement Raphaël. « Et je suis parfaitement capable de participer à cette réunion. » Maître Tissot poursuivait avec l'ordre du jour. Maître Tissot, visible à l'écran à côté de Raphaël, ouvrit un dossier. Monsieur Thibault Beaumont a déposé une motion de défiance envers la direction du PDG actuel, invoquant une incapacité pour raison médicale. La motion requiert un vote des 2/3 du Conseil pour être approuvée. Messieurs les membres du Conseil, Thibault se leva jouant pour la salle. Nous admirons et respectons tous mon oncle. Mais nous devons être réalistes. Il a 82 ans et vient de subir une crise cardiaque massive. Les médecins ont dit qu'elle était assez grave pour causer des dommages permanents. Pouvons-nous vraiment confier les rênes d'un conglomérat de plusieurs milliards à quelqu'un dans sa condition ? Marine vit la mâchoire de Raphaël se serrer. Son moniteur cardiaque s'accéléra légèrement. « Respirez », murmura-t-elle hors de portée du micro. « Ne le laissez pas vous provoquer. » Raphaël hocha la tête presque imperceptiblement. « De plus, » continua Thibault, « il y a la question de son jugement. Mon oncle a été sauvé par une serveuse lors d'un événement public, une situation embarrassante qui a généré des mèmes sur Internet. Et maintenant, nous découvrons qu'il lui a offert des millions d'euros, qu'elle a refusé. Pourquoi ? Parce qu'apparemment, notre filiale Neurobio a causé du tort à sa mère. Cela ne démontre-t-il pas un grave défaut de surveillance ? Des murmures inquiets parcoururent la salle de réunion. Marine sentit la colère brûler dans sa poitrine. C'était donc comme ça que Thibault allait jouer, en les utilisant elle et sa mère comme des armes. Et ce n'est pas tout. Thibault sortit son atout. Nous avons des informations selon lesquelles mon oncle, dans son état émotionnel compromis, a effectué des mouvements financiers erratiques. De gros transferts, des changements dans les investissements. Il n'est clairement pas en état de prendre des décisions d'entreprise saines. Raphaël allait répondre, mais Maître Tissot l'interrompit doucement. « Puis-je parler, monsieur ?» Raphaël acquiesça. « Messieurs les membres du Conseil, chaque transaction mentionnée a été discutée avec moi au préalable et est entièrement dans les paramètres légaux et éthiques. Quant à la question de Neurobio, M. Beaumont a déjà lancé un audit complet de la filiale et examine personnellement tous les programmes expérimentaux. Cela démontre de la responsabilité, pas un défaut de jugement. Un audit qui aurait dû être fait il y a des années, rétorqua Thibault. Combien d'autres familles ont été lésées pendant que mon oncle était trop occupé à bâtir son empire pour prêter attention aux détails ? C'était un coup bas et efficace. Plus de murmures, certains membres du conseil hochant la tête, inquiets. Puis une autre voix résonna dans la salle de réunion, venant d'un ordinateur portable à côté de Thibault. « Je peux répondre à ça ?» Marine reconnut immédiatement le visage. Léonard Vasseur apparaissait en visioconférence, avec ce même sourire méprisant qu'il avait lors de sa discussion avec Raphaël au bal. « Léonard ?» Raphaël parut sincèrement surpris. « Que faites-vous dans cette réunion ?»« Thibault et moi sommes parvenus à un accord, » expliqua nonchalamment Léonard. « J'acquiers 20% des actions de Beaumont Holdings via une acquisition amicale. En échange, je soutiens sa motion pour prendre la relève en tant que PDG. C'est mieux pour tout le monde, Raphaël. Vous pouvez prendre votre retraite avec dignité, prendre soin de votre santé, et l'entreprise reste entre des mains plus jeunes et plus modernes. » Marine vit la trahison prendre forme. Thibault et Léonard s'étaient alliés, le neveu ambitieux et le rival arrogant,
travaillant ensemble pour renverser Raphaël au moment où il était le plus vulnérable. « Vous aviez prévu ça ?» dit lentement Raphaël. « La discussion au bal, c'était du théâtre. Vous travailliez déjà ensemble. »« Nous n'avions pas prévu votre crise cardiaque, si c'est ce que vous insinuez, » rit Thibault. « Mais quand l'occasion s'est présentée, il aurait été stupide de ne pas en profiter. Les affaires n'ont pas de place pour les sentiments, mon oncle. C'est vous-même qui me l'avez appris. » Le moniteur cardiaque de Raphaël s'emballa. Marine posa la main sur son poignet. « Il faut que ça s'arrête. Votre tension monte trop. »« Non, » dit fermement Raphaël. « Pas encore. » Il regarda droit dans la caméra. « Messieurs les membres du conseil, je comprends vos préoccupations. Ma santé a été compromise. J'ai commis des erreurs de surveillance qui ont eu des conséquences tragiques, mais je ne livrerai pas mon entreprise à un coup d'état d'entreprise orchestré par un neveu sans scrupules et un opportuniste. »« Au vote, » exigea Thibault. « Je veux un vote maintenant. »« Attendez, » interrompit une autre voix. Une femme plus âgée du conseil se leva. « Le docteur Béatrice Moreau, » reconnut Marine, l'une des membres fondatrices du conseil, respectée dans toute l'industrie. « Avant de voter, j'aimerais poser une question à Monsieur Beaumont. Je vous en prie, Béatrice, la jeune femme qui vous a sauvé la vie. Mademoiselle Alardier, où est-elle en ce moment ?» Raphaël hésita une seconde. « Elle est ici, avec moi, s'assurant que je ne fasse pas de bêtises pendant cette réunion. » « Elle a donc accepté de travailler pour vous, après avoir refusé l'argent ? » « C'est compliqué. Puis-je lui parler ?» Marine se figea. Raphaël la regarda d'un air interrogateur. Elle ne voulait pas participer à ça. Elle ne voulait pas être utilisée comme une pièce dans un jeu d'entreprise. Mais en regardant Raphaël, son père fraîchement découvert, luttant contre des prédateurs qui voulèrent détruire l'œuvre de sa vie, elle hocha la tête. Raphaël ajusta la caméra. Marine apparut à l'écran, toujours en jean et t-shirt simple, complètement déplacée dans ce décor d'entreprise. « Mademoiselle Alardier, » dit gentiment le docteur Moreau, « merci d'être là. Je n'ai qu'une seule question. Pourquoi êtes-vous là ?» Marine prit une profonde inspiration. « Parce que j'ai découvert que parfois les gens font des choses terribles sans le vouloir, que les erreurs d'entreprise ont des conséquences humaines dévastatrices, et que la seule façon de réparer ces choses est d'avoir quelqu'un à la tête qui reconnaît les erreurs et veut faire mieux. » Elle regarda droit dans la caméra. Raphaël Mercier-Beaumont a commis des erreurs. Son entreprise a blessé ma famille de manière irréparable, mais il l'a reconnu. Il prend des mesures pour réparer. Si vous mettez Thibault à la tête, pensez-vous vraiment qu'il se souciera des victimes de neurobio, ou va-t-il simplement enterrer le problème plus profondément pour protéger la valeur des actions ? Silence dans la salle de réunion. Quant à moi, continua Marine, je suis ici parce que j'ai appris qu'il n'est pas juste de juger un homme sur son pire moment. Raphaël était inconscient sur le sol d'un bal, entouré de gens riches qui filmaient au lieu d'aider. Je l'ai aidé non pas parce qu'il le méritait, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Maintenant, il essaie aussi de faire ce qui est juste. Peut-être qu'il mérite la même chance que je lui ai donnée. Le docteur Moreau sourit. « Merci, mademoiselle Alardier. Cela éclaire beaucoup de choses. » Elle regarda autour de la table. « Messieurs, je vote contre la motion. Monsieur Beaumont reste à la tête. » Une par une, d'autres mains se levèrent. Des votes contre la motion. Ce ne fut pas unanime, mais ce fut suffisant. Thibault n'avait pas les 2/3 nécessaires. Le visage de Thibault devint rouge de colère. Léonard coupa sa connexion sans un mot. « Cette réunion est terminée, » annonça maître Tissot avec une satisfaction évidente dans la voix. Dès que les caméras s'éteignirent, Raphaël s'effondra contre les oreillers, épuisé. Marine vérifia immédiatement ses moniteurs. « Vous êtes impossible, » murmura-t-elle en ajustant la perfusion. « Mais vous avez survécu. D'une manière ou d'une autre, vous avez survécu. » Raphaël prit sa main. « Merci d'être resté, de m'avoir défendu. Vous n'étiez pas obligé. » Marine regarda leurs mains jointes, père et fille, étranger et famille à la fois. « Je sais, » dit-elle doucement. « Mais vous n'étiez pas obligé non plus de reconnaître vos erreurs, alors je suppose que nous sommes quittes. » Un infirmier entra pour vérifier l'état de Raphaël, mais avant qu'il ne puisse parler, le téléphone de Marine sonna. C'était la clinique où Thérèse était hospitalisée. Marine répondit, son cœur s'emballant déjà au « ton urgent » de la voix à l'autre bout du fil.
Mademoiselle Alardier, votre mère a fait une crise, vous devez venir immédiatement. Marine courut dans les couloirs de l'hôpital comme si le sol était en feu. Derrière elle, elle entendit des pas précipités et la voix de maître Tissot l'appelait, mais elle ne s'arrêta pas. Son esprit était concentré sur une seule chose, rejoindre sa mère. Le taxi, jusqu'à la clinique de soins Saint-Raphaël à Belleville, sembla durer une éternité, bien que cela n'ait pris que 20 minutes. Marine sauta de la voiture avant même qu'elle ne soit complètement arrêtée, jetant de l'argent par la vitre ouverte. « Marine !» L'infirmière en chef, Lucienne, la rejoignit à la réception. Elle est stable maintenant, mais c'était effrayant. Elle a eu de graves convulsions, une perte de conscience. Le docteur Pachet est avec elle. Marine suivit Lucienne jusqu'à la chambre familière. Thérèse était allongée dans le simple lit d'hôpital, si différent de la suite luxueuse qu'occupait Raphaël. Les moniteurs ici étaient plus vieux, la peinture des murs écaillée, mais les soins étaient prodigués avec amour. L'équipe de la clinique connaissait Thérèse, connaissait Marine. Le docteur Pachet, un homme de 60 ans aux cheveux entièrement blancs, se tourna lorsque Marine entra. « Marine, elle se repose maintenant. Nous lui avons donné des sédatifs pour contrôler les convulsions. » « Qu'est-ce qui a provoqué ça ?» Marine s'approcha du lit, prenant la main froide de sa mère. « La progression de la maladie. Ça va plus vite que ce que nous attendions. » Le docteur Pachet hésita. « Marine, nous devons parler des soins de fin de vie, de ce qu'il faut faire quand... » « Non, » coupa Marine. « Pas encore. Je ne suis pas prête. Personne ne l'est jamais. Mais Thérèse mérite que nous prenions ces décisions calmement, pas dans l'urgence. » Marine savait qu'il avait raison, mais accepter signifiait admettre qu'elle était en train de perdre sa mère. Et elle n'était pas prête à le faire. Un léger mouvement. Marine baissa les yeux et vit les yeux de Thérèse s'ouvrir lentement, confus, perdus, mais ouverts. « Maman, » murmura Marine, « je suis là. » Thérèse la regarda un long moment. Marine se prépara à ne pas être reconnue, comme c'était le cas la plupart du temps maintenant. Mais alors Thérèse sourit, faiblement mais sincèrement. « Marine, » dit-elle, la voix pâteuse à cause des médicaments. « Ma petite fille. » Les larmes que Marine avait retenues toute la journée coulèrent enfin. « Je suis là, maman. Toujours là. »« Tu es différente, » observa Thérèse, levant la main pour toucher le visage de Marine. « Il s'est passé quelque chose. » Marine ne savait pas si elle devait lui dire. Thérèse était si fragile. Mais en la regardant, en voyant ce rare moment de lucidité, les mots sortirent. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un. Quelqu'un de ton passé. » L'expression de Thérèse changea. Un mélange d'espoir et de peur traversa son visage. « Raphaël ?» Le cœur de Marine s'arrêta. « Tu te souviens de lui ?»« Je me souviens de tout ce qui concerne Raphaël, » dit Thérèse, des larmes se formant dans ses yeux. « Je n'ai jamais oublié. Pas un seul jour. C'était le grand amour de ma vie. Maman, pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit qui était mon père ?» Thérèse ferma les yeux, épuisée mais continua de parler. Parce que quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai essayé de le lui dire. Mais son père a tout intercepté. Il m'a offert de l'argent pour disparaître. Il a dit que Raphaël ne voudrait jamais de toi, que tu ruinerais sa vie. Mais c'était un mensonge. Je le sais maintenant, murmura Thérèse. Mais à ce moment-là, jeune, effrayée, seule, j'y ai cru. J'ai pris l'argent qu'ils m'ont offert. Je suis retournée en province. Je t'ai élevée loin de tout. Quand l'argent a été épuisé, je suis revenue à Paris, mais j'ai changé. Mon nom cachait nos traces. J'avais peur qu'il essaie de t'enlever à moi. Marine tenait la main de sa mère comme une ancre. Il n'a jamais su, maman. Il m'a cherché. Il t'a cherché pendant des années. Je sais. Thérèse sourit tristement. Il y a quelques années, quand j'allais encore bien, j'ai lu un article sur lui dans un magazine. J'ai vu qu'il ne s'était jamais vraiment marié, qu'il n'avait jamais eu d'autres enfants. Et j'ai compris que j'avais commis une terrible erreur. Mais il était trop tard, tu étais déjà grande. Il était dans un autre monde. Et puis je suis tombée malade. Elle fit une pause, rassemblant ses forces. Comment l'as-tu rencontré? Marine raconta tout. Le bal, l'arrêt cardiaque, la RCP, le licenciement, le refus de l'argent, la découverte de neurobio, la confrontation, la photo, la révélation. Thérèse écouta tout attentivement, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Il a gardé la photo.
murmura Thérèse, émerveillée. Après toutes ces années. Maman, il est ici, à Paris. Il veut te voir. Je peux le faire venir? La peur revint dans les yeux de Thérèse. Non, pas comme ça. Je ne veux pas qu'il me voie comme ça. Je ne veux pas que son dernier souvenir de moi soit... Soit quoi? La femme qu'il a aimée? La mère de sa fille? Maman, il doit savoir la vérité. Vous méritez tous les deux d'avoir une dernière conversation, même si c'est difficile. Thérèse était sur le point de répondre quand la porte s'ouvrit. Marine se retourna, prête à dire à l'infirmière qu'elle avait besoin de plus de temps. Mais ce n'était pas une infirmière. Raphaël Mercier-Beaumont se tenait sur le seuil, soutenu par maître Tissot, portant des vêtements civils par-dessus un pyjama d'hôpital, semblant avoir 10 ans de plus et complètement épuisé. Mais ses yeux étaient fixés sur la femme dans le lit. « Thérèse, dit-il, la voix brisée. Marine resta figée. « Comment avez-vous... » « J'ai entendu l'appel, j'ai entendu l'adresse, » expliqua Raphaël, regardant toujours Thérèse. « Je ne pouvais plus attendre. J'ai déjà perdu 24 ans. Je ne perdrai pas une seconde de plus. » Thérèse essaya de s'asseoir, d'arranger ses cheveux, son apparence. Marine l'aida doucement, ajustant les oreillers. Maître Tissot et le docteur Pachet échangèrent un regard et sortirent silencieusement de la chambre, emmenant Lucienne avec eux. Marine commença à les suivre pour leur laisser de l'intimité. « Reste, » demanda Thérèse en lui tenant la main. « S'il te plaît, tu fais partie de ça. » Marine hocha la tête et resta près du lit, tandis que Raphaël s'approchait lentement, comme en transe. Il tira la chaise visiteur et s'assit, se mettant au niveau des yeux de Thérèse. Ils se regardèrent un long moment, 24 ans de séparation et de regrets entre eux. « Tu es magnifique », dit finalement Raphaël. Et c'était vrai. Malgré la maladie, malgré l'usure, il y avait quelque chose d'immuable chez Thérèse, l'essence de la femme qu'il avait aimée. Thérèse rit, un son entre l'amusement et la tristesse. « Tu as toujours été un piètre menteur, Raphaël. »« Je ne mens pas. Tu es exactement comme dans mes souvenirs, comme dans mes rêves pendant toutes ces années. »« Je suis désolé, » murmura Thérèse, « pour tout, d'avoir cru au mensonge, d'avoir caché Marine, de t'avoir volé la chance de la voir grandir. Tu protégeais notre fille de mon père, de ma famille, d'un monde qui aurait pu la blesser. Il n'y a rien à pardonner. » Raphaël prit la main libre de Thérèse, celle que Marine ne tenait pas. « C'est moi qui suis désolé, de ne pas m'être battu davantage, d'avoir cru à cette lettre, de m'être laissé transformer en un homme si consumé par les affaires que je n'ai pas remarqué que ma propre entreprise causait de la douleur. » Raphaël, à propos du médicament, « Non, » la coupa-t-il gentiment. « Ne te blâme pas pour ça non plus, tu essayais de survivre, d'être là pour Marine. C'est mon entreprise qui a échoué, ma surveillance qui a été négligente. Cette culpabilité, c'est à moi de la porter. » Thérèse regarda Marine puis Raphaël, puis joignit leurs mains libres, les plaçant l'une sur l'autre. « Prenez soin l'un de l'autre, » dit-elle. « Vous deux, père et fille, ne perdez plus de temps avec la colère, l'orgueil ou la peur. La vie est trop courte. Même quand elle semble durer éternellement, elle est trop courte. » Marine et Raphaël se regardèrent par-dessus le lit, des étrangers unis par le sang, par la tragédie, par la femme entre eux qu'ils aimaient. « Maman, ne parle pas comme ça, » implora Marine. « Tu vas aller mieux. Nous allons trouver un traitement. »« Marine, » dit Thérèse gentiment, mais fermement. « Ne fais pas ça. Ne me mens pas, ni à toi-même. Je suis fatiguée, ma fille. Si fatiguée. Mais je suis en paix maintenant, parce que je vous ai vus tous les deux ensemble, parce que je sais que tu ne seras pas seule. » Raphaël serra la main de Thérèse. « Je ne laisserai pas notre fille seule, je le promets. Je rattraperai chaque année que j'ai perdue, chaque anniversaire, chaque remise de diplôme, chaque larme que je n'étais pas là pour essuyer. »« Tu es un homme bon, Raphaël Mercier-Beaumont, » sourit Thérèse. « Tu l'as toujours été. Tu l'avais juste oublié pendant un temps, mais notre Marine te l'a rappelé. » Ils restèrent ainsi pendant des heures, parfois à parler, Thérèse racontant des histoires de l'enfance de Marine que Raphaël avait manquées, parfois juste en silence, leurs 3 mains jointes. Maître Tissot apporta de la nourriture que personne ne mangea. Les infirmières vérifièrent discrètement les signes vitaux. Quand le soleil commença à se coucher,
teintant la chambre d'orange et de rose, Thérèse dormait à nouveau. Mais c'était un sommeil paisible. Un petit sourire sur ses lèvres. Marine et Raphaël sortirent dans le couloir, la laissant se reposer. « Vous devriez retourner à l'hôpital, » dit Marine. « Vous sortez aussi d'une opération. »« Je sais, mais je devais être ici. Je devais la voir. » Lui parler. Raphaël se passa la main sur son visage fatigué. « Marine, je veux la transférer dans une meilleure clinique. Des traitements de pointe, des spécialistes. Ça ne fera aucune différence, » l'interrompit gentiment Marine. « La maladie a trop progressé. Mais il y a d'autres choses que vous pouvez faire. N'importe quoi. Les autres victimes du médicament, les familles comme la nôtre. Faites quelque chose pour elles. Créez un fonds, offrez des soins, réparez le préjudice. Faites ce que vous avez dit que vous feriez. » Raphaël hocha lentement la tête. « Je ferai plus que ça. Je vais créer une fondation, au nom de Thérèse, pour toutes les victimes de traitements expérimentaux qui ont échoué, pour garantir qu'aucune autre famille ne vive ce que vous avez vécu. » Avant que Marine ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Maître Tissot qui était allé chercher la voiture. « Monsieur Beaumont », sa voix était tendue, « vous devez voir ça. Maintenant. » Il apparut dans le couloir quelques secondes plus tard, tenant une tablette. L'écran montrait un site d'information financière. Le titre était dévastateur. « Scandale chez Beaumont Holdings ». Des documents divulgués montrent que le PDG connaissait les failles d'un médicament expérimental. Marine sentit son estomac se nouer. « Quoi ?» Maître Tissot fit défiler l'écran. Il y avait des emails, des mémos, des rapports, tous apparemment de neurobio à Raphaël, l'alertant de problèmes potentiels avec le médicament avant même son approbation pour les essais sur l'homme. « C'est faux, » dit immédiatement Raphaël. « Je n'ai jamais reçu ces documents. Je n'ai jamais rien vu de tout ça. Je le sais. Mais le public ne le sait pas. Et regardez qui a fait fuiter ça. » Maître Tissot pointa à la fin de l'article. L'information a été fournie par Thibault Mercier-Beaumont et Léonard Vasseur lors d'une conférence de presse conjointe, affirmant qu'il était dans l'intérêt public que la vérité sur la négligence d'entreprise de Beaumont Holdings soit exposée. « Il a falsifié des documents, » murmura Marine, incrédule. « Votre propre neveu a falsifié des documents pour vous détruire. »« Pas seulement pour le détruire, » corrigea sombrement Maître Tissot. « Regardez les marchés. Les actions de Beaumont Holdings sont en chute libre. Si elles baissent encore de 20%, Léonard peut finaliser son OPA hostile. Ils n'ont pas réussi à évincer Raphaël légalement, alors ils vont le faire financièrement. » Raphaël était pâle. « Nous devons faire une déclaration. Je dois exposer ce mensonge. »« Avec quelle crédibilité ?» demanda Maître Tissot. « Vous êtes l'accusé. Tout ce que vous direz ressemblera à de l'autodéfense. Et avec Thibault, qui fournit les documents, étant votre neveu, votre propre famille, les gens le croiront. » Marine vit son père fraîchement découvert s'effondrer sous ses yeux. L'empire qu'il avait bâti était en train d'être détruit par la trahison et les mensonges, exactement comme sa relation avec Thérèse avait été détruite des années auparavant. L'histoire se répétait, à moins qu'il ne fasse quelque chose de différent cette fois. Marine regarda Maître Tissot. « Convoquez une conférence de presse, pour demain matin, la plus grande que vous puissiez réunir. Marine, je ne sais pas si c'est judicieux. Faites-moi confiance, » dit-elle, cette détermination qui avait sauvé Raphaël au bal revenant dans ses yeux. « S'ils vont utiliser des mensonges pour le détruire, alors nous utiliserons la vérité pour le sauver, toute la vérité, sans rien cacher. » Raphaël regarda la fille qu'il ne connaissait que depuis quelques heures. « Qu'est-ce que vous préparez ?» Marine sourit. Ce n'était pas un sourire heureux, mais il était déterminé. « Nous allons raconter notre histoire, la vôtre, la mienne et celle de ma mère. Nous allons exposer non seulement leurs mensonges, mais toute la vérité. Et ensuite, nous annoncerons quelque chose qui va tout changer. » « Changer quoi ? » ?»« Vous verrez. Mais d'abord, j'ai besoin que vous me fassiez confiance. » « Pouvez-vous le faire ?» Raphaël regarda cette jeune femme extraordinaire qui était sa fille. Qui lui avait sauvé la vie sans savoir qui il était? Qui l'avait défendu alors qu'elle avait toutes les raisons de le haïr? Qui avait transformé son cynisme en espoir? « Oui, dit-il simplement. Je vous fais confiance. » Marine hocha la tête.
Alors nous allons montrer à Thibault et Léonard qu'ils ont choisi la mauvaise famille à trahir. » L'auditorium du Palais des Congrès de Paris était bondé. Journalistes, caméras, flash, le murmure constant de la spéculation. Marine n'avait jamais vu autant de presse réunie en un seul endroit. Maître Tissot avait bien fait son travail. Tous les grands médias français étaient là. Et pas seulement eux, les agences internationales avaient aussi envoyé des correspondants. La nouvelle du scandale de Beaumont Holdings s'était répandue comme une traînée de poudre. Les actions continuaient de chuter. Les analystes prévoyaient l'effondrement de l'un des plus grands conglomérats du pays. Thibault et Léonard avaient donné des interviews toute la matinée, se présentant comme de courageux lanceurs d'alerte exposant la corruption d'entreprise. Marine était en coulisses, vêtue d'un tailleur simple que Julie lui avait prêté. Elle ne ressemblait en rien à la serveuse de la vidéo virale ou à la jeune femme en jean apparue lors de la visioconférence du conseil. Elle avait l'air professionnelle, confiante, même si à l'intérieur elle était terrifiée. Raphaël était à ses côtés, en costume lui aussi, mais elle pouvait voir la fatigue sur son visage. Il ne devrait pas être là. Il devrait être à l'hôpital, en train de se reposer. Mais comme le jour du vote du conseil, rien ne pouvait le retenir. « Vous êtes prête ?» demanda-t-il doucement. « Non, » admit Marine. « Mais on va le faire quand même. » Maître Tissot apparut. « C'est l'heure. La retransmission en direct a déjà commencé. Nous avons plus d'1 million de personnes qui regardent en ligne, et le nombre ne cesse d'augmenter. » Marine prit une profonde inspiration. Elle pensa à sa mère, toujours à la clinique, regardant depuis sa chambre. Thérèse avait insisté pour qu'on lui retransmette aussi. « Je veux voir ma fille entrer dans l'histoire », avait-elle dit. Les lumières de la scène les aveuglèrent lorsqu'ils sortirent. Le bruit des appareils photo était assourdissant. Marine et Raphaël s'assirent derrière une longue table, avec des microphones devant eux. Maître Tissot se tenait à côté, prêt à intervenir si nécessaire. Raphaël se pencha vers le microphone. L'auditorium se tut instantanément. « Bonjour, merci d'être venu. Je sais que beaucoup d'entre vous sont ici en attendant que je nie les accusations portées par mon neveu et par Monsieur Vasseur. Que je présente des contre-preuves, que je clame mon innocence, que je transforme cela en une bataille de parole contre parole. » Il fit une pause, laissant la tension monter. « Je ne vais pas faire ça, parce que la vérité est bien plus complexe et bien plus importante que ces accusations. Et la personne qui va raconter cette vérité, ce n'est pas moi. » Raphaël se tourna vers Marine. « Voici Marine Alardier-Simon. Beaucoup d'entre vous la connaissent comme l'ange du gala, la serveuse qui m'a sauvé la vie. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle est ma fille. » L'auditorium explosa. Des cris de surprise, des flashs qui crépitaient, des journalistes hurlant des questions. Maître Tissot leva les mains pour demander le silence. Il fallut 2 minutes pour que la salle se calme. Marine prit la parole, sa voix étonnamment ferme. « Je m'appelle Marine Alardier-Simon. J'ai 24 ans. Il y a quelques mois encore, j'étais étudiante en médecine à l'université Paris-Cité, avec le rêve de devenir neurologue. Puis ma mère, Thérèse Simon, est tombée malade. Elle raconta tout. La maladie de Thérèse, le médicament expérimental de Neurobio, comment il avait accéléré de manière catastrophique son état. Comment Marine avait abandonné la médecine pour cumuler 3 emplois. Comment elle avait fini par servir au bal où elle avait sauvé Raphaël. Quand Maître Tissot s'est présenté à mon appartement en m'offrant 5 millions d'euros, j'ai cru que c'était la réponse à mes prières, jusqu'à ce que je voie le nom de l'entreprise sur le chèque. Beaumont Holdings, la même entreprise qui contrôlait Neurobio. Elle laissa cela peser dans l'air. J'ai déchiré ce chèque parce que j'étais en colère que l'argent qui sauverait ma mère vienne de sa même entreprise qui l'avait détruite. Cela semblait immoral. Marine prit un verre d'eau, ses mains tremblant légèrement. Alors j'ai confronté Raphaël Mercier-Beaumont à l'hôpital. J'étais prête à haïr, à accuser, à le faire payer pour avoir détruit ma famille. Elle regarda Raphaël et leurs yeux à tous deux étaient humides. Et j'ai découvert quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. J'ai découvert que Raphaël et ma mère s'étaient aimés il y a 25 ans. J'ai découvert qu'ils avaient été séparés par des mensonges et des manipulations. J'ai découvert que ma mère était tombée enceinte et s'était enfuie pour me protéger. J'ai découvert que Raphaël m'avait cherché pendant des années sans savoir que j'existais.
et j'ai découvert que l'homme dont j'avais sauvé la vie était mon père. Le silence dans l'auditorium était absolu. Personne ne bougeait, personne ne respirait. Quant à Neurobio et aux médicaments, continua Marine, Raphaël n'était pas au courant des problèmes. Les documents que mon demi-oncle Thibault a divulgués sont des faux. Ils ont été falsifiés pour détruire Raphaël au moment où il était le plus vulnérable, après une crise cardiaque, après avoir découvert une fille dont il ignorait l'existence, après avoir retrouvé l'amour de sa vie qui est en train de mourir à cause de sa propre entreprise. Elle se tourna directement vers les caméras principales. Thibault Mercier-Beaumont et Léonard Vasseur ne sont pas de courageux lanceurs d'alerte. Ce sont des prédateurs opportunistes qui ont vu un homme fragilisé et ont décidé d'attaquer. Ils ont falsifié des documents, manipulé les marchés et tenté de détruire une entreprise de 40 ans par pure cupidité. Marine prit une profonde inspiration pour la dernière partie, mais voici la vérité à laquelle il ne s'attendait pas. Raphaël a reconnu les erreurs de surveillance qui ont conduit au désastre de Neurobio, et il fait quelque chose à ce sujet. Raphaël reprit la parole. J'annonce aujourd'hui la création de la Fondation Thérèse Simon, avec un fonds initial de 500 millions d'euros. La mission de la Fondation est double. Premièrement, identifier et indemniser toutes les victimes de tous les programmes expérimentaux de Neurobio qui ont causé des dommages. Pas seulement des paiements, mais des soins médicaux complets, un soutien familial, tout ce qui sera nécessaire. Il fit une pause, laissant le chiffre faire son effet. 500 millions. C'était un dixième de sa fortune personnelle. Deuxièmement, la Fondation financera la recherche éthique en neurologie avec des protocoles de sécurité stricts et une transparence totale. Plus jamais une famille ne vivra ce que la famille Alardier a vécu par négligence d'entreprise. Marine retourna au micro. Et moi, Marine Alardier-Simon, étudiante en médecine en pause forcée, je retournerai à l'université Paris-Cité au prochain semestre avec une bourse complète établie par la Fondation Thérèse Simon. Lorsque je serai diplômé, je prendrai la direction médicale de la Fondation, garantissant que les protocoles de sécurité soient suivis, que les victimes reçoivent de vrais soins et que l'héritage de ma mère soit d'aider et non plus de nuire. Les journalistes retrouvèrent enfin leur voix et hurlèrent des questions simultanément. Mais Marine leva la main. Une dernière chose. Maître Tissot? L'avocat s'approcha avec un dossier. Raphaël l'ouvrit et en sortit des documents. Ce sont les documents originaux de Neurobio, les vrais. Ils montrent que les alertes sur les problèmes potentiels n'ont jamais atteint le niveau de la direction, car elles ont été interceptées et enterrées par des cadres intermédiaires, pressés par les délais et les objectifs de profit. Une enquête complète est en cours et les responsables répondront devant la justice. Maître Tissot prit un autre document. Et ceci est une analyse forensique des documents que Thibault Beaumont a divulgués. Elle montre qu'ils ont été créés au cours des 3 derniers jours, en utilisant des modèles de documents anciens, mais avec des métadonnées qui prouvent leur fabrication récente. Nous avons également des emails entre Thibault et Léonard discutant du moment de la divulgation pour maximiser l'impact sur les actions. L'auditorium explosa de nouveau. Les journalistes criaient des questions, certains courant, déjà vers la sortie pour publier les nouvelles explosives. Marine se leva, Raphaël à ses côtés. Je n'ai rien de plus à déclarer, sauf ceci. La vérité finit toujours par triompher. Cela peut prendre du temps, cela peut être douloureux, mais elle triomphe toujours. Ils quittèrent la scène sous une tempête de flashs et de questions. En coulisses, Marine s'effondra sur une chaise, l'adrénaline retombant enfin. « Vous avez été incroyable », dit Raphaël en s'asseyant à côté d'elle. « Votre mère aurait été si fière. »« Elle est fière, » corrigea Marine. « Appelons-la. » Maître Tissot apparut avec un ordinateur portable. Les actions de Beaumont Holdings sont déjà en train de remonter. L'OPA de Léonard a échoué. Et la police vient d'émettre des mandats de perquisition pour Thibault et Léonard pour falsification de documents et manipulation de marché. Raphaël hocha la tête, mais semblait distant. Marine savait à quoi il pensait. La victoire était vide quand elle était remportée contre sa propre famille. Dans les semaines qui suivirent, le monde fut bouleversé. Thibault fut arrêté en tentant de fuir en Suisse avec 3 millions en liquide. Léonard fit face à de multiples poursuites et vit sa propre entreprise de technologie s'effondrer lorsque les investisseurs réalisèrent son manque d'éthique. Beaumont Holdings non seulement se rétablit, mais fut salué pour sa transparence et sa responsabilité.
La fondation Thérèse Simon fut officiellement établie. 17 familles furent identifiées comme victimes du médicament de Neurobio. Toutes reçurent une indemnisation complète et des soins médicaux. Neurobio fut dissoute, ses actifs utilisés pour financer la fondation. Marine retourna à l'université Paris-Cité. Ses professeurs l'accueillirent avec des applaudissements. Elle avait 2 ans de retard, mais peu importait. Elle avait toute une vie devant elle pour apprendre, pour guérir, pour aider. Et Raphaël, pour la première fois en 40 ans, avait une famille. Les dîners hebdomadaires avec Marine devinrent sacrés. Il rencontra Julie, les autres amis de Marine. Lentement, maladroitement, ils construisirent une relation père-fille. Mais le plus important, c'était les après-midi à la clinique Saint-Raphaël. Marine et Raphaël s'asseyaient de chaque côté du lit de Thérèse, lui tenant les mains, racontant des histoires, simplement présents. Thérèse avait ses bons et ses mauvais jours. Les bons jours, elle leur souriait, les reconnaissait, demandait à entendre des nouvelles de Marine à la fac, ou comment s'était passée la journée de Raphaël. Les mauvais jours, elle dormait ou regardait sans reconnaître personne. Mais même les mauvais jours, ils étaient là, ensemble. 6 mois après la conférence de presse, par une chaude matinée d'été, Thérèse Simon s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Marine et Raphaël étaient à ses côtés. Ses dernières paroles conscientes, 2 jours plus tôt, avaient été « Vous vous êtes trouvés. Ma mission est accomplie. » Les funérailles furent simples, intimes. Les amis de Thérèse du temps où elle était professeure, des voisins, l'équipe de la clinique. Raphaël paya tout, mais respecta les souhaits de simplicité de Thérèse. Au cimetière, alors qu'on descendait le cercueil, Marine prit la main de son père pour la première fois sans y penser. C'est venu naturellement. Elle aurait adoré voir la fondation en action, dit doucement Raphaël, te voir sauver des vies. Elle l'a vu, répondit Marine. Ces derniers mois, elle l'a vu, et elle était en paix. Après les funérailles, de retour au siège de Beaumont Holdings, Raphaël montra quelque chose à Marine. Une plaque de bronze brillante, prête à être installée dans le hall d'entrée du nouveau centre de recherche neurologique de la Fondation. La plaque disait « Centre de recherche Thérèse Simon », dédié à transformer la tragédie en espoir et à garantir qu'aucune famille ne souffre seule, en mémoire de Thérèse Simon, 1975-2025. Professeur, mère, amour éternel. Sa lumière continue de briller à travers tous ceux que nous aidons. Marine traça les lettres avec ses doigts, des larmes coulant librement. C'est parfait. Comme elle, acquiesça Raphaël. Ils restèrent là un long moment, père et fille, unis par la femme qu'ils avaient perdue, mais dont l'héritage vivrait pour toujours. Marine regarda par la fenêtre du bureau, sur l'immensité de Paris. Quelque part dans cette ville, il y avait des familles qui souffraient comme la sienne avait souffert. Il y avait des étudiants qui abandonnaient leurs rêves. Il y avait des gens qui perdaient ceux qu'ils aimaient à cause de maladies qu'ils ne comprenaient pas. Mais maintenant, il y avait aussi de l'espoir. Il y avait la Fondation Thérèse Simon. Il y avait Marine, presque diplômée, prête à utiliser sa seconde chance pour donner des secondes chances aux autres. Elle pensa à la nuit du bal, quand elle n'était qu'une serveuse épuisée servant du champagne à des riches indifférents. Quand elle avait vu un homme s'effondrer et que sa formation médicale l'avait poussée à agir sans réfléchir. Comment un seul moment de choix, un seul acte de compassion avait tout changé. Elle avait sauvé la vie d'un étranger qui s'était révélé être son père. Elle avait perdu un emploi et gagné une raison d'être. Elle était passée de victime à actrice du changement. Et sa mère, Thérèse, qui avait tant souffert, qui avait aimé si profondément, qui avait tout sacrifié pour sa fille, avait enfin trouvé la paix en sachant que son amour pour Raphaël n'avait pas été vain, qu'il avait créé quelque chose de magnifique, même à travers la douleur. Marine se tourna vers Raphaël. « Prêt à changer le monde ?» Il sourit, ce sourire qu'elle commençait à reconnaître comme étant aussi génétiquement le sien. « Avec vous ? Toujours. » Et ensemble, père et fille, ils commencèrent le travail de transformer la tragédie en espoir, une vie à la fois.